c'est intéressant aussi de revoir le mot couvre-feu avec un autre symbole qui n'est pas son sens défini, mais ce qu'on entend. Someone like you to stand by me always, and I dream. Eh bien bonjour, il y a un nouveau mot qui vient d'apparaître dans l'actualité, et ce mot c'est le mot couvre-feu. Alors c'est un mot qui est intéressant parce qu'il est porteur de symboles évidemment, et ça mérite qu'on s'y arrête. Donc le couvre-feu, c'est un mot qu'on utilise en général quand il y a une période de guerre et que l'on interdit aux personnes de sortir la nuit parce que c'est dangereux. Alors c'est dangereux parce qu'il y a des terroristes, c'est dangereux parce que les femmes et les enfants ne sont pas en sécurité, il y a un danger qui rôde dans la ville, et le couvre-feu s'impose donc à partir du moment où on veut protéger une population contre un danger qui est là dans la nuit. La nuit, c'est l'obscur. Bon, je vous passe le symbole, vous avez compris qu'on avait beaucoup plus de danger la nuit quand il fait sombre que le jour quand il fait soleil. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on applique ce symbole-là à la chasse à un terroriste qui s'appelle le virus. Alors, depuis le début, on a utilisé des mots de guerre pour parler de l'épidémie de coronavirus. Et ces mots de guerre, on les a entendus dans la bouche même du président français, qui a cité, je crois, 6 fois « nous sommes en guerre » dans une allocution. Donc pour bien montrer qu'il était le chef de guerre, bien sûr, c'est une manœuvre de communication, ça s'appelle une technique de communication. Mais en faisant ça, il prend de facto, il met tout le monde de facto dans une peur d'un ennemi. Et l'ennemi qui rôde, il est invisible. Alors c'est intéressant parce que c'est un ennemi insaisissable. Alors c'est d'autant plus intéressant que cet ennemi insaisissable, on va le traquer par tous les moyens, mais on va le traquer dans une optique de traquer un terroriste ou un ennemi qui voudrait détruire la nation ou qui voudrait nous tuer. Bon. Sauf que couvre-feu, c'est un mot de guerre, encore un. Donc ce terroriste qui s'appelle coronavirus, que l'on cherche à éradiquer, puisque c'est le discours, hein, on se demande jusqu'où on va aller dans les mesures de guerre, parce que la guerre, effectivement, il y a des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est qu'une guerre, ça fait des morts. Donc qui dit guerre dit mort, dit victime collatérale, dit sacrifice. Certains vont y laisser leur peau pour sauver la patrie, etc. Et on l'a vu déjà à l'œuvre pendant le confinement, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des morts, et heureux sont ceux qui survivent, parce que eux, ils ont la chance d'avoir échappé aux terroristes, et à la terreur, peut-être pas, parce que les vivants restent terrorisés. Donc c'est intéressant ce mot de guerre, et de ce que ça porte, parce que on est dans on va dire une sorte de maladie mentale, hein, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir, où on a considéré dès le départ qu'une maladie était un ennemi. C'est une façon de voir. C'est-à-dire que derrière les mots confinement, derrière le plan Vigipirate du coronavirus, j'ai entendu ce mot-là dans la bouche d'un président d'une commission scientifique, c'est-à-dire un plan Vigipirate pour un virus, ça paraît bizarre. C'est-à-dire on est vraiment dans un langage symbolique de guerre pour désigner une maladie. Alors, est-ce qu'on en est tous arrivés au point que l'on considère que la maladie est un ennemi à abattre? Évidemment, ça fait longtemps que la médecine et la science essayent d'éradiquer les maladies par des médicaments, des campagnes de vaccination, des mesures préventives, etc. Tout ce que vous voulez, toujours en considérant que la maladie est un mal dont il faut se débarrasser. Or, la réalité peut être considérée d'une autre manière. Une réalité peut toujours être vue de plein de prismes différents. Donc par exemple, on pourrait considérer que ne sont malades que des gens qui sont en état de faiblesse. S'ils sont en état de faiblesse, la maladie vient révéler une faiblesse. À ce moment-là, la maladie n'est pas un mal, mais un allié, puisque elle va nous permettre de voir les endroits où je suis faible. Donc c'est une autre façon de considérer les choses, et à ce moment-là, on ne va pas utiliser le même discours de guerre, on va utiliser un discours pacifiant
qui va consister à essayer d'éveiller la conscience des gens en disant, bon, par exemple, vous avez vu que vous avez un diabète et que ce diabète vous rend sensible à de multiples maladies, dont celle-ci, et que donc il faudrait peut-être regarder ce point de sensibilité-là. Et c'est un autre point de vue, et donc un autre langage, un autre discours. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce discours de guerre, c'est que quand on a un ennemi commun, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir fédérer le pays. Alors ça, c'est connu depuis longtemps par tous les gouvernants du monde, et les Chinois en ont parlé il y a des milliers d'années, Machiavel aussi, tout le monde sait que le plus facile pour fédérer une identité nationale, c'est de désigner un ennemi commun, ce qui va faire que les gens vont se rassembler autour de cette identité pour lutter contre une autre identité. Sauf que là encore, ça va faire une guerre. Et donc cette identité nationale, ou c'est une identité de groupe, va vite se fédérer en opposition, et on va avoir donc des credos, des croyances qui vont se mettre en place, et liées par des sentiments d'appartenance. Donc on a vu rapidement que le virus qui était le coupable désigné à l'origine a vite fait des petits. C'est-à-dire que comme on a besoin de trouver des coupables et que ce coupable-là, il est invisible et insaisissable, on va désigner d'autres coupables. Donc par exemple, le professeur Raoult est devenu rapidement un bouc émissaire. Pourquoi ? On se demande, parce que c'est pas lui qui a fait le virus, lui il a juste essayé de soigner des gens, comme disait le président Sarkozy une fois. Et donc ça va fédérer de nouveau des camps avec les pros Raoult ou les pro-hydroxychloroquine, et puis les anti. Après, il y a les pro-masques, les anti-masques. Après, on va mettre les virus passent les frontières, donc on va mettre des frontières entre les pays, on va rétablir des frontières pour que le virus ne passe pas d'un pays à l'autre. Et puis après, on va vite voir que toutes les divisions vont s'exacerber et que le processus arrive en mois de juin à des divisions entre les noirs et les blancs. Et cette division entre les gentils et les méchants va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à une guerre, puisque le but ultime, enfin la conséquence ultime, c'est peut-être pas le but au départ, mais la conséquence ultime, c'est que quand on se divise, on arrive à s'affronter. Et tout ça ne mène à rien parce que, en l'occurrence, le virus, lui, continue à être invisible et à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire à toucher les gens qui sont faibles. Voilà. C'est intéressant aussi de revoir le mot couvre-feu avec un autre symbole, qui n'est pas son sens défini, mais ce qu'on entend. On entend « couvre le feu ». Donc il y a le feu qui couve, et on va essayer de le couvrir. Alors effectivement, compte tenu de ce que je viens de dire avant, on peut bien comprendre que si il y a autant d'antagonisme et de guerre qui se préparent, ça va faire couver un certain feu, c'est-à-dire une certaine forme de violence ou de colère qui ne demandera qu'à éclater un jour ou l'autre. Donc quand on va essayer de couvrir le feu, c'est comme vous le savez tous, on met une couverture sur un feu, ça l'éteint. Donc on essaye en ce moment, symboliquement, les pays qui adoptent des couvre-feux essayent d'éteindre le feu qui est en train de couver sous cette problématique qui date maintenant de plus de 6 mois, où on essaye de traquer un ennemi invisible pour se fédérer contre quelque chose qui est coupable et qui, bien sûr, nous rend innocents, parce que si nous sommes du côté des innocents, on aura bien sûr le paradis, tout ça, je vous passe les détails, et bien sûr le coupable, lui, il ira en enfer. Donc le virus, il est déjà aux enfers, mais on essaye d'amener dans cette problématique-là plein d'autres gens qui n'ont rien à voir là-dedans, et ça, c'est pathétique. Parce que ça voudrait dire que l'humain, depuis le Moyen-Âge, depuis qu'on accusait les femmes d'être des sorcières ou les hommes d'être des hérétiques, en fait, depuis qu'on a inventé la notion de bien et du mal, on n'aura pas beaucoup changé. Depuis les dogmatiques religieux du Moyen-Âge, on est passé à des dogmatismes scientifiques et rien n'a changé. L'humain est toujours aussi bête par rapport à cette vision étriquée de la vie qui est que l'on considère qu'il y a du bien et qu'il y a du mal. Et voilà, donc on en est au couvre-feu. Prochaine étape, je vous le demande, est-ce qu'on va se réveiller? Est-ce qu'on va se dire, mais on n'en a rien à faire de cette notion de bien et du mal, je veux passer à autre chose, à une autre conscience, une autre vision de la vie. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.
Mais je vous inviterai peut-être à regarder d'autres petites explications, parce que là, ça mérite d'être détaillé, notamment sur les 3 registres d'action de ce mécanisme qu'on appelle, avec Rose, on a déjà fait des vidéos là-dessus, les peurs, les culpabilités et les croyances, qui sont les 3 plaies actuellement bien visibles sur cette épidémie ou sur cette crise mondiale qui est en fait une crise mentale. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt et puis bon vent. I want someone like